Mes amis, nous recevons Samuel Fourfary dans des conditions techniques euh, acrobatiques. Est-ce que vous m'entendez, Samuel? Oui, je vous entends maintenant. Bon, Avec, voilà, alors avec, avec le téléphone, je vous entends. ça va résonner un peu, je vais essayer de couper la résonance. On va faire une petite expérimentation. Samuel Fourfary est professeur de géopolitique en énergie. Il va nous parler du mix énergétique, évidemment du blackout qui s'est passé en Espagne. Et il va nous parler du rôle des énergies renouvelables dans ces blackouts. C'est un spécialiste du sujet, un expert. Il connaît aussi très bien la question du marché européen de l'énergie. Je vais montrer le livre qu'il a écrit en 2024 qui s'appelle Énergie, mensonge d'État, la destruction organisée de la compétitivité de l'UE. On va évoquer ces deux sujets ce soir avec lui. On va commencer par parler du blackout espagnol. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement d'abord qui vous êtes, Samuel, et ce qui vous autorise, au fond, à parler du blackout énergétique en Espagne? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Et ça me fait plaisir de pouvoir dialoguer avec vous et donc à travers vous avec vos téléspectateurs. Je suis ingénieur, ingénieur des industries chimiques, et puis j'ai fait un doctorat dans le domaine de l'énergie, ce qui m'a permis de rentrer à la Commission européenne, à la Direction générale de l'énergie, où j'ai travaillé 36 ans. Et forcément, en autant d'années, on touche un peu à tout, hein. Il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur de la Commission, mais je suis toujours resté à la Direction générale de l'énergie, et donc j'ai touché à toutes les politiques énergétiques, ouais, je dirais pratiquement toutes. Y compris, j'ai été responsable du changement climatique, j'ai été responsable des énergies renouvelables, et j'ai été responsable des économies d'énergie. Et ensuite, mais pendant ma fonction à l'université, à Bruxelles, à la Commission européenne, on m'a demandé d'enseigner la géopolitique de l'énergie à l'université de Bruxelles, ce que j'ai fait pendant 18 ans, et maintenant j'enseigne toujours à Londres, à l'école supérieure de commerce de Paris, sur le campus de Londres. J'enseigne la géopolitique. Je l'ai fait aussi dans d'autres universités, comme Madrid par exemple. Et donc voilà, je faisais le calcul avant-hier, il y a 47 ans que je m'occupe de ces questions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne avec ce brutal blackout qui a mis le pays au bord de la disparition, pratiquement? En tout cas, il a bloqué le pays. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, la cause première pour laquelle il y a eu un incident, on ne la connaît pas, ou du moins on ne l'a pas encore rendue publique. Mais ça n'a pas d'importance, parce que des incidents dans la production d'électricité, ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps une centrale qui tombe en panne, tout le temps un alternateur qui tombe en panne. C'est normal que dans un vaste réseau électrique, il y ait des incidents. Mais quand vous avez un incident dans un réseau électrique qui fonctionne bien, tout le reste du réseau réagit et absorbe le contre-coup, et personne ne s'en aperçoit, sauf le gestionnaire du réseau qui fait quelques manœuvres, et il parvient à équilibrer le réseau. Et c'est comme ça depuis toujours. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance du réseau électrique. On voit une centrale, qu'elle soit nucléaire ou un panneau solaire, on le voit, et on voit la prise ou l'interrupteur chez soi, et on ne se rend pas compte de ce qu'il y a entre les deux. Sans ce qu'il y a entre les deux, il n'y a tout simplement pas d'électricité. Et ça, c'est l'importance cruciale du réseau électrique. Pas seulement les lignes à haute tension, mais les transformateurs, la distribution, la gestion de tout ça, les interconnexions avec les autres États membres. C'est d'une complexité épouvantable, mais c'est très bien géré par ce qu'on appelle les ingénieurs de réseau. Ils font un boulot extraordinaire, inconnu du grand public, mais c'est fantastique et ça marche. Ce qui s'est passé en Espagne, c'est que donc il y a eu un incident, mais il n'a pas été absorbé par le réseau. Pourquoi n'a-t-il pas été absorbé par le réseau? Parce qu'à ce moment-là, il y avait 75% d'électricité solaire. Et un panneau solaire, quand il tombe en panne carrément. Et donc, on s'est retrouvé avec 75% d'électricité en moins. Et le réseau n'était pas capable d'absorber cette panne
Parce que, et voici la clé de toute l'énigme, dans un réseau électrique, il y a des machines, on appelle ça des machines tournantes, c'est-à-dire des alternateurs et des turbines, des grandes masses, des grandes machines énormes qui tournent très vite. Et tout ça tourne à une très grande vitesse qui donne de l'inertie. C'est comme quand vous allez en vélo, que vous arrêtez de pédaler, mais il continue. Voilà. Et donc ces machines continuent, et il y a un incident quelque part, ben, la machine continue à tourner et à absorber. Mais quand vous n'avez pas les machines tournantes, puisque 75% étaient faits avec des panneaux solaires, ben, le réseau déclenche, et le réseau a déclenché. Donc, on redit que déclencher, ça veut dire disjoncter, en fait. Disjoncter, le réseau disjoncte et il ne peut plus fonctionner. Donc, c'est vrai qu'il y a une cause qu'on ne connaît pas, mais ça, c'est banal, ça peut arriver partout. Mais s'il y avait des machines tournantes, personne ne s'en serait aperçu. Et quand il n'y a pas de machine tournante, ben, il n'y a pas d'inertie, et donc il y a eu un blackout. C'est la démonstration de ce que les experts en réseau électrique disent depuis des décennies. On ne peut pas avoir trop d'énergie renouvelable dans un réseau. Parce que en mettant des énergies renouvelables, vous supprimez les machines tournantes, vous supprimez l'inertie. Et en supprimant l'inertie, on savait très bien qu'il y avait des blackouts. Et donc maintenant, on essaie de cacher cela en disant mais non, c'est pas les renouvelables, c'est pas les renouvelables. Peut-être que la cause première n'est pas les renouvelables, mais l'absence de machines tournantes, c'est évident. Et donc, s'il n'y avait pas 75% d'électricité renouvelable, ben, il n'y aurait pas eu de blackout, quel que soit l'incident qui se serait produit. Donc, c'est la démonstration qu'on ne peut pas avoir 100% d'énergie renouvelable comme on le rencontre partout. C'est de la vaste blague. Est-ce que, je reprends mon micro puisqu'il ne m'entend pas. Est-ce que, vous m'entendez, Samuel? Est-ce que par rebond, est-ce que ça signifie qu'il faudrait 100% d'énergie nucléaire pour avoir un réseau sûr et stable? Non, puisque pour l'instant, on a une trentaine de pourcents d'énergie alternative qui fonctionne parce qu'il y a suffisamment d'inertie dans le réseau. C'est lorsqu'il n'y a plus assez d'énergie que ça ne marche pas. Donc, oui, on ne peut pas dire que les énergies renouvelables perturbent tout le temps et complètement le réseau, mais à partir d'un certain seuil, ça ne va plus. Donc, on ne peut pas miser sur tout renouvelable. L'Espagne, elle a voulu faire cavalier seul. Aucun pays ne fait ce que l'Espagne a fait. Hein. Aucun pays. Mais l'Espagne était dirigée par des doctrinaires qui ont arrêté les centrales nucléaires, qui ont arrêté le charbon, qui ne veulent pas de centrales au gaz. Ils veulent faire 100% d'énergie renouvelable. Bon, ils se sont cassés les dents. Ils ne veulent pas l'admettre, mais bon, ils finiront par admettre que ce n'est pas faisable. Alors, ils donnent aussi un peu la faute à la France, évidemment. Parce qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle des interconnexions qui permettent à un pays d'absorber de l'électricité d'un autre pays s'il y a un incident. Mais il faut que ça soit des incidents mineurs, pas avec 75% d'électricité renouvelable. Même s'il y avait des câbles en suffisance, la France n'aurait pas pu fournir instantanément toute l'électricité. Donc voilà, c'est encore une belle excuse pour dire bah, c'est à cause de la France, mais non, la France est coupable hein, dans cette histoire, mais pour autre chose. Parce que la France n'a jamais voulu avoir une interconnexion très forte avec la péninsule ibérique. Je me suis occupé personnellement de ce dossier quand j'étais fonctionnaire européen. On voulait qu'il y ait une bonne interconnexion entre l'Espagne et la France, et donc entre le Portugal et la France aussi, non seulement pour l'électricité et pour le gaz. Mais il y a un petit câble pour l'électricité et il n'y a rien pour le gaz. Donc la péninsule ibérique est coupée du reste de l'Europe pour le gaz à cause de la France, qui n'en veut pas. En quoi cet isolement en matière de gaz de l'Espagne et du Portugal pose un problème? On veut créer en Europe un grand réseau d'interconnexion électrique et gaz. Comme vous circulez librement en avion ou en voiture, ou comme la drogue circule librement dans toute l'Europe, il faut que l'électricité et le gaz circulent librement si on veut créer un vaste marché.
L'idée est de créer un marché unique où le gaz peut circuler. Mais la péninsule ibérique est complètement coupée. Parce que la France ne veut pas que du gaz qui arrive en Espagne puisse aller en France. Ils disent, c'est simple, vous savez, la France dit, bon, pourquoi faut-il que les méthaniers aillent en Espagne alors qu'ils peuvent aller à Fos-sur-Mer, près de Marseille? On préfère que les méthaniers viennent décharger leur gaz à Fos-sur-Mer plutôt qu'à Barcelone, et donc on ne fera jamais cette connexion. J'ai géré le dossier et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, en quoi ça poserait problème que l'Espagne soit coupée du marché européen? En quoi ça poserait un problème qu'il n'y ait pas d'interconnexion? C'est parce que, je vous donne un exemple. Dès qu'il y a eu la crise avec la Russie, le chancelier Scholz a couru à Madrid pour essayer d'avoir ce gaz qui arrive en Espagne. L'Espagne possède 7 terminaux gaziers. La France en a 2 près de Marseille, à Fos-sur-Mer, un à Montoire de Bretagne et un à Dunkerque. L'Espagne en a 7. Et en plus, elle est connectée à l'Algérie. Donc l'Espagne est très bien développée en matière de gaz. Ça a été une stratégie des anciens gouvernements de centre droit, que l'actuel gouvernement ne veut pas absolument. Et donc, l'Espagne s'était dit, mais nous, on est la porte d'entrée du gaz. Évidemment, géographiquement, les bateaux qui viennent du Pérou ou de Trinidad et Tobago ou du Nigeria ou des États-Unis, mais ils passent par l'Espagne, forcément. Et donc, c'est normal que, une fois le gaz arrivé en Espagne, qu'il coule jusqu'à Berlin. Et c'est ça que le chancelier Scholz est allé à Madrid demander de faire en sorte que le gaz qui arrive en Espagne puisse arriver en Allemagne. Mais bon, s'il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas d'interconnexion. Et M. Macron a noyé le poisson, comme il sait souvent le faire, en disant, mais c'est pas grave, hein, vous savez, on va faire une interconnexion hydrogène. Et donc, au lieu de faire de la connexion gaz, on va faire une connexion hydrogène qui va passer de Barcelone à Marseille. C'est de la vaste blague, c'est de l'enfumage total. Il n'y a jamais assez de production en Espagne d'hydrogène que pour envoyer de l'hydrogène en France, et encore moins en Allemagne, évidemment. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit, y compris le Courrier qui a relayé l'entretien avec Jean Berjal, qui dit alors on a un peu arrondi parce que on est un peu modéré sur le sujet où on est soucieux d'équilibrer l'information, mais il y a une doctrine, une idée, un préjugé, une conviction qui est que c'est le marché européen de l'électricité qui a provoqué le blackout en Espagne parce que les prix sont devenus négatifs soudain et que les producteurs espagnols ont, comme vous dites, déclenché pour ne pas produire à des prix négatifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle et les effets néfastes de ce marché européen de l'électricité et des techniques de fixation des prix selon la fluctuation sur le réseau? Ça, c'était un des plus grands mensonges de la question énergétique en Europe. C'est tout un chapitre dans le livre que vous avez bien voulu montrer. Que je remontre? C'est tout un chapitre dans ce livre. Lorsque Jacques Delors a lancé l'idée du marché intérieur, on a créé les conditions pour qu'il y ait un marché, une libre circulation des biens, des personnes, des services. Et puis, on s'est dit, mais il faut que l'électricité et le gaz puissent fonctionner librement aussi. Il n'y a pas de raison qu'un Français ne puisse pas acheter son électricité en Italie ou qu'un Portugais n'achète pas son électricité en France. C'est ça aussi le marché intérieur. Vous achetez ce que vous voulez partout, il faut que le marché soit libre. Et donc, on a créé un marché ouvert, on a tenté de créer un marché ouvert que la presse
et des politiciens se sont empressés d'appeler ça libéralisation. Il n'y a aucune libéralisation là-dedans. EDF, que je sache, c'est toujours une entreprise publique. C'est tellement évident que c'est incompréhensible que les gens continuent à parler de libéralisation. Il n'y a pas de libéralisation. D'ailleurs, ce mot n'existe dans aucun texte législatif européen. Les textes parlent de création d'un marché intérieur. Alors, on a lancé le marché intérieur. La France s'y est opposée de tous complètement. Et ce n'est que dans le sommet de Barcelone de mars 2002 que Chirac et Jospin, qui se regardaient en chien de faïence parce que quelques mois plus tard, ils allaient être concurrents pour la présidentielle, ont accepté du bout des doigts, des lèvres plutôt, finalement d'accepter cette création du marché. Et ils ont mis une condition qui nous ramène à la question précédente. C'est qu'il faut qu'il y ait 10% d'interconnexion entre les pays. Vous voyez là ce qu'on disait tout à l'heure avec l'Espagne. 10% maximum ou 10% minimum? Minimum. Minimum. Et on est, après 23 ans, on est toujours loin de cela. Quel était le but de la France d'exiger cette interconnexion en se disant, ben nous, on a tellement de nucléaire, bon, si vous voulez qu'on crée un marché intérieur, on va vous vendre du nucléaire bon marché. Sauf qu'après, il y a eu l'anti-nucléaire qui a pris le pas, et donc la France n'a pas gagné dans cette bataille. Mais je reviens toujours à ce marché intérieur. Quand en 2006, donc on a accepté le marché intérieur en 2002, on a commencé à travailler, on voyait les prémices d'un marché intérieur. Quand en 2006, Mme Merkel a demandé à M. Barroso, président de la Commission, de créer un marché des énergies renouvelables, on savait que ce n'était pas possible dans le cadre d'un marché, parce que les énergies renouvelables ne sont pas économiques, donc vous ne pouvez pas créer un marché avec quelque chose qui n'est pas économique. Eh bien, on a décidé, et là c'est moi qui ai écrit la directive, j'étais fonctionnaire, j'obéissais, j'ai écrit la directive sur l'obligation de produire des énergies renouvelables, avec en parallèle la possibilité pour les États de subsidier les énergies renouvelables puisqu'elles ne sont pas rentables. Et donc, on a commencé, la négociation a pris quelques années, et en 2009, sous Sarkozy, on a lancé la première directive d'obligation de production d'énergie renouvelable. Donc, on oblige la production d'énergie renouvelable dans un marché. C'est plus un marché. On a détruit le marché qu'on était en train de construire. Et le comble, ce qu'on vient de dire, c'est de la libéralisation. Il n'y a aucune libéralisation et aucun marché. Attendez, ce n'est pas tout. Puisque on introduit de force des énergies renouvelables, le nucléaire devient tangent, puisqu'on finance des énergies renouvelables et on ne finance pas le nucléaire. Je parle du nucléaire nouveau. Le nucléaire ancien est amorti. Et donc, les Britanniques, qui étaient toujours dans l'Union européenne à l'époque, ont dit, mais nous, on veut faire une centrale nucléaire, mais comment on va faire si on finance d'un côté les énergies renouvelables et on ne sera pas concurrentiel à cause des subsides aux énergies renouvelables. Et à ce moment-là, M. Almunia, qui était le commissaire à la concurrence, commissaire espagnol, a autorisé le Royaume-Uni de financer le nucléaire si on n'atteignait pas le marché. Et donc, on se retrouve dans un prétendu marché libéralisé avec du financement d'énergie renouvelable, du financement du nucléaire, et puisqu'il n'y a plus rien qui est économique dans ces conditions, le financement des centrales au gaz parce qu'elles doivent faire stop and go en fonction du solaire et du gaz. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucune libéralisation et aucun marché. Et c'est un mensonge qui se perpétue et tout le monde continue à parler de marché et de libéralisation. Il n'y a pas de marché. Alors, expliquez, Samuel, expliquez aux gens qui sont en train d'écarquiller les yeux
en se disant, mais de quoi il nous parle, ce monsieur? Puisqu'on sait bien que l'Union européenne, c'est le libéralisme, les choses horribles. En France, expliquez ce que serait un marché libéralisé, selon vous, pour que les gens se disent, ah, ce serait ça la libéralisation, parce que en France, les gens, je pense, ont un peu de mal à comprendre ce que vous dites. Ben, la libéralisation, c'est le marché décide des prix et qu'il n'y a plus d'intervention de l'État. L'État s'occupe de problèmes régaliens et pas de politique énergétique. Et donc, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Ben, c'est le marché qui déciderait. Et certainement que le nucléaire s'implanterait partout, parce que le nucléaire est le moins cher. Mais il faut, excusez-moi du mot, mais il faut foutre la paix au nucléaire. Parce que si vous construisez une centrale nucléaire et que puis dans 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, les écolos reviennent au pouvoir et qu'ils arrêtent la centrale nucléaire, ben les investisseurs ont perdu de l'argent. Et donc, c'est là le problème de l'Europe. C'est qu'on a une mentalité où l'État doit toujours intervenir. Et donc, qui va prendre des risques dans ces conditions? Donc, on ne saura pas avoir un marché tant que la mentalité des Européens est de toujours demander à l'État de tout gérer. Et si vous pouvez regarder tous les pays européens, ils sont tous les mêmes. Hein. L'État intervient partout. Peut-être un peu moins en Suède actuellement, mais ça peut changer demain s'il y a des élections et que la gauche revient au pouvoir. Alors, donc, moi, je ne vois pas de solution en Europe. Hein. Il n'y aura pas de solution en Europe. L'Europe c'est pas un pays communiste, c'est pas un pays socialiste, mais c'est un pays totalement étatique. Prenez l'exemple de Madame Le Pen. Elle est tellement à droite concernant les migrations, mais concernant l'étatisme, il n'y a pas de différence avec les socialistes. Hein. C'est l'État qui doit tout faire. Vous allez vous faire des amis. Concrètement, le marché, aujourd'hui, la technique européenne de fixation des prix de l'électricité, est-ce que vous pouvez nous redire comment ça fonctionne? Puisque, donc, au courrier, nous répétons régulièrement que c'est un mécanisme administré qui consiste en gros à faire dépendre le prix du nucléaire du prix de l'énergie renouvelable. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne à grands traits et qui a inventé cette usine à gaz et pourquoi? Alors, ça a été inventé pour justifier les énergies renouvelables. Le coût marginal de la production d'une énergie renouvelable est nul. Le vent ne coûte pas et le soleil ne coûte pas. Donc la machine produit à très bas prix. Et rien n'est moins cher que cela. Mais ça perturbe complètement le réseau. Première question. Et en perturbant le réseau, le prix augmente parce que vous devez gérer le réseau. Et si on a voulu, dans un souci de transparence dans cette règle du marché, informer le citoyen. Et donc, à la fin de votre 3 ou 4 pages de facture d'électricité, il y a le coût du réseau, mais évidemment, personne ne va chercher ça. Mais le coût du réseau en Europe, en moyenne, ben, il représente 35-40% de la facture d'électricité. Et ce prix est dû à la manipulation du réseau des énergies renouvelables. Et donc, je ne l'ai pas encore dit, mais dans la directive de 2009, il y a une priorité de dispatching de l'électricité renouvelable. Donc, dès qu'un panneau solaire produit, il a priorité. Et tout le reste vient derrière. Et quand on fixe le prix du marché, dans le marché, dans la bourse électrique, ben, d'abord on met le renouvelable. Ensuite, on va mettre ce qui est le moins cher. Et le moins cher, c'est le nucléaire. Et donc, on vend du nucléaire. Et puis, comme il n'y a pas assez, on doit vendre du gaz ou du charbon pour ceux qui en ont. Et les quelques minutes par jour où on a besoin d'une pointe d'électricité, on va le faire avec du fioul. Mais le prix est fixé par la dernière centrale qui rentre en fonctionnement.
C'est pas la première centrale. Celle-là, elle produit, mais pas assez, donc il faut mettre d'autres centrales. Et c'est l'accumulation. Je vais reprendre l'exemple. La dernière société qui produit de l'électricité, elle dit, moi je vais bien vous fournir de l'électricité pour arriver à l'équilibre, mais mon prix est celui-là. Et donc tous les autres prennent le bénéfice. Parce que les vendeurs d'électricité solaire, ils vendent pratiquement à zéro, et celui qui vend avec le gaz, il vend à un prix très élevé, et tout ça est bénéfice pour les gens du solaire. Et donc, on en arrive à l'aberration qu'on oblige la production, le dispatching d'énergie solaire, c'est incroyable, on oblige ça, et eux empochent le bénéfice. Ils s'enrichissent. Tous ceux qui produisent de l'énergie renouvelable s'enrichissent. C'est pour ça qu'il y a un lobby extrêmement puissant, bien plus puissant que les pétroliers et les gaziers. C'est le lobby le plus puissant parce qu'il gagne énormément d'argent. Et tout le monde gagne dans cette histoire. Et nous, on paye. Quand il y a eu la crise du gaz en 2002, ben, le prix du gaz, à cause de ce qui s'est passé en Russie et en Ukraine, le prix du gaz a augmenté brusquement. Et donc, les centrales au gaz qui devaient produire, parce qu'on avait besoin d'électricité, elles devaient acheter un gaz très cher, et donc le prix de l'électricité a explosé. Donc, le mécanisme n'est pas un mécanisme de marché, le mécanisme est une invention de la bureaucratie qui a voulu imposer des énergies renouvelables. Oui, mais vous, Samuel, vous avez été témoin de ça, puisque vous étiez dans la machine. Est-ce que lorsque vous avez conçu ces mécanismes, ou est-ce que lorsque vous avez participé à la conception de ces mécanismes, vous aviez conscience que c'était une arnaque en faveur des producteurs d'énergie renouvelable, et qui, au fond, était à la manœuvre à Bruxelles pour faire passer ces règles-là? Merci pour votre question, parce que je suis souvent en colère lorsqu'on parle des bureaucrates de Bruxelles. Encore aujourd'hui, j'ai lu les bureaucrates de Bruxelles, les bureaucrates de Bruxelles. Les bureaucrates de Bruxelles, ce sont des fonctionnaires qui respectent l'institution qui les emploie et qui, en anglais, on les appelle officials, le même terme militaire. Hein. Donc, c'est une structure paramilitaire où on obéit aux ordres. Et les ordres, ce n'est pas les fonctionnaires qui les donnent, ce sont les commissaires. Et les commissaires, ils prennent leurs ordres au Parlement européen et au Conseil européen. Donc, bien entendu, les experts de la Commission européenne savaient tout cela, mais on nous dit de le faire, ou bien on démissionne, ou bien on le fait. Et donc, voilà, ce n'est pas de la faute des fonctionnaires européens. Il y a une nuance en plus. C'est que quand moi je suis rentré à la Commission en 1982, il y avait énormément d'experts. C'est comme ça que je suis rentré. Moi, j'étais un expert en énergie, c'est comme ça que je suis rentré. Et le domaine de l'énergie, je ne sais pas ce qui se passait ailleurs, mais je suppose que c'était la même chose. Mais dans le domaine de l'énergie, il y avait énormément d'experts. Progressivement, la commission, quand elle est devenue politique, quand moi je suis rentré, les commissaires, c'était des diplomates. Hein. Et que la commission est devenue de plus en plus politique. Quelle année? 82. Et quand est-ce qu'elle est devenue politique? À partir de 2000, un peu avant. Mais c'était encore tolérable. En 2000, elle est devenue un peu plus politique. Le coup de semonce, ça a été Merkel en 2006, qui nous a obligés de faire cette folie que je viens de vous décrire. Et puis, ça a été l'accord de Paris en 2015, qui a tout détruit. Si vous voulez, après, on en parle. Et donc, Neil Kinnock, qui était un commissaire britannique, a décidé qu'on n'a pas besoin d'experts à la commission, puisqu'on prend des décisions politiques. Les consultants peuvent faire le boulot. Et donc, on n'a pratiquement plus engagé d'experts. Maintenant, ça semble un peu changer. On a pris des gens compétents, mais qui n'avaient aucune expertise et qui géraient des consultants. Et ça a détruit le savoir-faire de la Commission européenne.
C'est dommage, hein, on avait une institution de grande qualité, très grande qualité. Quand je suis rentré, moi j'étais jeune, mais les personnes plus âgées décidaient de la politique. Hein. Et le commissaire devenait le porte-parole du fonctionnaire. Ça s'appelait à l'époque un administrateur principal. L'administrateur principal, ben, il connaissait le sujet, il disait il faut faire ça, ça, ça et ça. Et puis on allait chez le commissaire, eux allaient chez le commissaire, moi j'étais jeune, ils allaient chez le commissaire, ils expliquaient ça au commissaire, et le commissaire disait voilà, ok, on fait ça. Mais puis on a tout inversé, c'est le commissaire qui dit aux fonctionnaires ce qu'il faut faire. Mais Samuel, en soi, dans une démocratie, il n'est pas choquant que les commissaires donnent des ordres aux fonctionnaires plutôt que l'inverse. C'est plutôt ça la démocratie. C'est pas les Oui, fonctionnaires qui décident. et c'est juste que ça soit comme ça, bien entendu. Mais le problème, c'est qu'on a décidé sur base idéologique et non pas sur des faits. Et le grave problème, c'est que vous pouvez décider sur des bases idéologiques sur le problème des migrants ou des relations avec Poutine, ouais, mais pas dans l'énergie. Si on a eu un blackout, c'est parce qu'on a pris des décisions politiques, alors qu'on n'avait pas à prendre des décisions politiques, c'est la physique qui compte. C'est la physique et la chimie qui comptent dans ces questions-là. Mais si on veut faire de la politique, ben oui, on arrive à la situation actuelle, on arrive au mensonge d'État que vous avez mentionné. Comment on peut expliquer, puisque si je vous écoute, au fond, la bascule, elle se fait avec Angela Merkel qui dit on arrête le nucléaire et on va faire du renouvelable, qui est une grande doctrine allemande sur laquelle on pourrait épiloguer sur le goût des Allemands pour la nature et le renouvelable. Mais à un moment donné, comment vous expliquez qu'Angela Merkel va imposer cette politique à une équipe, à un staff, à un système qui a les éléments techniques pour dire c'est une absurdité? Qu'est-ce qui se passe et qui agite Angela Merkel dans les coulisses pour qu'elle prenne cette position? Ben, il faudrait 3 émissions, hein, Monsieur Verhagen, pour parler de ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Premièrement, il y a en Allemagne une attitude antinucléaire depuis toujours. C'est un pays pacifique. Et donc, c'est facile de tromper les gens en parlant de bombes nucléaires et de centrales nucléaires. Hein. Ça existe encore maintenant. Hein. Moi, dans un débat à la télévision belge, l'ancien ministre de l'Énergie et écologisme m'a dit oh, les centrales, ça fait boum. Voilà. Bon, alors la pauvre personne qui ne connaît rien à l'énergie et à la politique, et dit ah, centrale, ça fait boum. Alors, oui, bon, voilà. Donc les mensonges continuent. Quoi. Donc l'antinucléaire a détruit l'Europe et le problème c'est que tout le monde a suivi. Et puis il y avait une deuxième raison, c'est que on a cru au changement climatique. Plutôt, on a cru que l'homme engendre le changement climatique et qu'on allait être capable de gérer le climat. On peut discuter sur l'homme qui influence ou pas le climat, ce n'est pas l'objet, mais rêver que nous allons influencer le climat, c'est de la démence. Hein. C'est de la démence. Comment voulez-vous, avec des panneaux solaires, gérer le climat? Pourtant, c'est la doctrine européenne. Non seulement c'est la doctrine européenne, mais l'Europe a voulu inculquer ça au monde entier lors de la conférence de Paris, à la COP 15. COP 21, pardon. COP 21. Et donc, tout le monde a dit oui. L'Europe a dit ah oui, on va le faire. Et on s'est tiré une balle dans le pied. Et les autres sont en train de rigoler en disant regardez, ces idiots d'Européens, ils sont en train de tuer leur économie, soi-disant parce qu'ils veulent sauver la planète. Parce que les autres, évidemment, ils se moquent complètement de nous. Et plus ils se moquent de nous, plus ils nous disent qu'il faut le faire, évidemment. Et nous, on dit, bah, vous voyez, même les Chinois nous disent qu'on doit le faire. Bah oui. Bon. Et donc, on s'est autodétruit. La solution dans tous ces problèmes que vous évoquez, et dont on voit bien la complexité technique, mais qui au fond
se ramène à un sujet simple, c'est comment donner de l'électricité à des pays qui comptent plusieurs dizaines de millions d'habitants avec des usines et des besoins de plus en plus importants. La solution, c'est quoi? Est-ce qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité? Non, le marché européen, il fonctionnait jusqu'à l'obligation des énergies renouvelables. C'est l'obligation des énergies renouvelables qui a détruit le marché naissant. Le marché était en train de naître, je vous ai expliqué avec Chirac et Jospin, ça commençait. Et puis, Sarkozy est tombé dans le piège de Mme Merkel. Parce que Mme Merkel, elle a présenté un paquet énergie-climat en disant on va produire plus de renouvelables pour le bien du climat. Et Sarkozy est tombé dans le panneau en disant ah ben oui, si on doit réduire les émissions de CO2, on va faire du nucléaire. Ben, c'est là le piège allemand. Une fois qu'on a dit on fait le paquet énergie-climat et que tout le monde est convaincu qu'il faut réduire les émissions de CO2, et ce n'est plus possible de dire le contraire, mais on ne veut pas du nucléaire en même temps. Donc, grand piège, la France a été prise au piège. Et puis, la France pensait que, bah oui, hein, on a du nucléaire qui ne produit pas du CO2, hein, donc on va pouvoir vaincre l'Allemagne. Bah, oui, mais l'Allemagne a joué sur la politique et elle a interdit le nucléaire. Selon vous, est-ce qu'il y a encore un avenir à la production d'électricité en Europe, compte tenu de toutes ces règles dont vous montrez bien le côté très politique et très, très absurde au fond? Ben, on ne peut pas vivre sans électricité, comme on ne peut pas vivre sans énergie. Et donc, on va devoir un jour mettre les choses à plat. Mais avec le politique, le problème du politique, c'est qu'il ne veut pas perdre la face. Vous pensez que Mme von der Leyen ne sait pas tout ce que je suis en train de vous dire? Bien sûr qu'elle sait tout ça. Mais elle ne peut pas aller dire, écoutez, je me suis trompé, hein. Jamais elle va le faire. Et donc, on continue. Et c'est ça la grosse erreur du Conseil européen. Le Conseil européen était bien conscient de tout cela aussi, mais ils ont décidé de maintenir Mme Merkel au pouvoir. Pourquoi? Parce que les Allemands ont dit vaut mieux une Allemande comme elle que quelqu'un d'autre. Au moins, c'est une Allemande. Et Vous donc, voulez dire Mme von der Leyen, pas Mme oui, Merkel? non, excusez-moi, Mme von der Leyen. Et donc, ils ont maintenu Mme von der Leyen. Son parti était conscient de ce qui n'allait pas. Mais ils ont maintenu Mme von der Leyen. Et tant qu'elle est là, elle ne peut pas dire je me suis trompé. C'est elle qui a inventé le Green Deal, le pacte vert. Elle ne va pas dire je me suis trompé. Hein. Et donc, on chipote, on retarde, on modifie d'un an. Ben, il faudrait mettre tout à la poubelle. Mais ça, ils ne le feront pas. Et donc, pour revenir à votre question, il faut attendre que Mme von der Leyen quitte à la fin de son mandat, qu'il y ait un nouveau président et qu'on reparte à zéro. Voilà. Tout à l'heure, je lisais qu'au Texas, le Sénat a passé hier une loi qui doit encore passer à la Chambre. On ne sait pas si ça va passer, hein, donc à l'État du Texas. Mais c'est une loi qui oblige les producteurs d'énergie renouvelable de produire 100% du temps. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil ou de vent, vous devez vous produire avec du nucléaire, du charbon, du gaz, comme vous voulez. Mais vous ne pouvez pas venir, je produis un petit peu, puis j'arrête, je produis un petit peu, et les autres n'ont qu'à se débrouiller pour compenser quand je ne produis pas. J'appelle ça le sac à dos. Vous voulez faire du renouvelable, d'accord, mais venez avec un sac à dos d'autre chose, pour ne plus perturber le réseau. Il y a eu un blackout aussi au Texas il y a 2-3 ans, hein, parce qu'ils ont beaucoup misé sur l'éolien. Donc, la solution, elle existe. On arrête ces bêtises sur la décarbonation, l'accord de Paris. On arrête l'obligation de produire des énergies renouvelables. On arrête tous les subsides. Mais ça ne se fera pas parce qu'il y a tellement d'argent qui gagne de l'argent, tellement de personnes qui gagnent de l'argent. Mais normalement, on devrait arrêter tous les subsides. Et alors, on aurait un marché qui fonctionne avec des choses intelligentes. On a des capacités, on a le savoir-faire, on a ce qu'il faut.
On a tout ce qu'il faut pour faire un vrai marché. Mais il faut que l'État arrête de subsidier, évidemment. Ça veut dire que l'État doit arrêter de mettre de l'idéologie dans la politique énergétique. Et on en est loin. Hein. Bon, je sens, mon cher Samuel, que je vais venir à Bruxelles vous interviewer sur l'histoire de ce marché européen d'électricité, puisque vous avez des choses passionnantes à dire pour qu'on comprenne ce qui s'est passé en coulisses, puisqu'en fait c'est un sujet un peu ingrat pour le citoyen ordinaire, qui a un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Et un jour, on découvre qu'on s'est fait avoir, notamment à travers des circuits diplomatiques, puisque moi j'ai retenu que l'Allemagne, en réalité, ne voulait surtout pas qu'il y ait une énergie plus compétitive en France qu'en Allemagne pour éviter une désindustrialisation allemande. Donc il y avait un enjeu pour les Allemands d'imposer un prix européen d'électricité qui soit un prix allemand et pas un prix français. Et ça m'intéresserait qu'on ait votre témoignage sur comment ça s'est passé au fil des ans pour que on en arrive à ces absurdités où nous payons notre énergie beaucoup plus cher qu'elle ne coûte en réalité. Oui. Et le rapport Draghi qui a été publié en septembre, M. Draghi a été chargé de publier un rapport sur la situation de la compétitivité européenne. Et il explique que le prix de l'énergie et le prix de l'électricité est 2 à 3 fois plus cher qu'aux États-Unis et le prix du gaz est 3 à 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Alors comment dans ces conditions-là voulez-vous qu'on soit compétitif? Comment voulez-vous que les raffineries de pétrole fonctionnent? Comment voulez-vous que la pétrochimie fonctionne? Total va arrêter dans le port d'Anvers un cracker. Un cracker, c'est le cœur de la pétrochimie. Il va l'arrêter parce qu'il dit c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Et les industries chimiques allemandes ferment les unes après les autres. Bien évidemment, on a tout détruit à cause du prix de l'énergie. Le comble aussi avec le rapport Draghi, il a un constat le même que mon sous-titre. Hein. Moi, j'ai publié mon livre un an avant le rapport Draghi. Mon sous-titre, c'est la destruction organisée de la compétitivité de l'UE. Lui, il dit, on a détruit la compétitivité. Il ne dit pas que c'est organisé, mais moi, je sais que c'est organisé pas par la volonté d'organiser. Hein. Ce n'était pas un but machiavélique. C'est la bêtise qui a été suivie. Mais qu'est-ce qu'il dit, Draghi? On doit continuer, on doit en faire plus. On doit mettre, je ne sais plus combien il avait dit, 500 milliards, je crois encore là, d'argent là-dedans. Donc, il dit, continuons à nous enfoncer. Bon, je suis sûr que plein de gens vont réagir, vont être passionnés par ce que vous venez de dire. Samuel, merci beaucoup. En plus, vous intervenez sur plein de sujets, donc, et notamment sur des sujets européens qui sont passionnants. Je viendrai vous voir à Bruxelles si vous en êtes d'accord. Bienvenue. Et puis, 1h25 de TGV. À très bientôt. Merci. Au revoir, Eric.